Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, avant toute autre chose, je vous souhaite une bonne année 2024. Je pense que c'est encore possible. Donc, le meilleur pour vous et pour vos proches, je pense d'abord à la santé. C'est ça qui, à mon avis, est le meilleur. Alors, je remercie les organisateurs et singulièrement les acteurs de la Fabrique des Coloniales de m'avoir invité. Alors, c'est un réel plaisir pour moi de me trouver parmi vous aujourd'hui dans ma commune de naissance, le Lamentin, parce que je suis martiniquais. Et merci donc d'être venu à cette rencontre. J'imagine que le thème explique en partie le nombre de personnes qu'il y a ce matin. J'imagine que le thème y est pour quelque chose. Alors, il faut peut-être qu'on s'explique un petit peu sur ce thème. En réalité, j'ai reçu deux affiches. L'une avec pour thème Guadeloupe, Martinique, France, l'indépendance partagée. Je crois que c'est la médiathèque du Lamentin qu'il a envoyé. Alors, ce n'est pas exactement le thème que nous avions arrêté, mais c'est un aspect d'intervention que je ferai ce matin. L'autre affiche que j'ai reçue, vous aussi, apparemment, la Martinique est-elle ingouvernable? Avec un sous-titre qui est le suivant, des Antilles françaises entre contestation sociale et conservatisme politique. Alors, j'imagine que vous êtes venus pour avoir peut-être une réponse à la question, la Martinique est-elle ingouvernable? J'imagine. Alors, je risque de vous décevoir. Je ne vais pas aborder ce sujet. Ce n'est pas un sujet que j'aborderai. Alors, pas parce que je cherche à me dérober et par conséquent à ne pas répondre à la question, c'est pas ça. En fait, c'est tout simplement parce que ce n'est pas le titre que j'ai proposé, ni le titre que Myriam, Moïse et moi avions arrêté. Alors, pour tout vous dire, ce n'est pas une question que je me pose. Pourquoi serait-elle ingouvernable, la Martinique? Est-ce que la Martinique serait atteinte d'une maladie incurable? Serait-elle une société écrasée? Comme on l'a dit à une époque, c'est Auguste Hermet, je crois, qui avait rédigé un ouvrage sur ce sujet. Je ne suis pas partisan des approches, disons, pathologiques ou psychologisantes des sociétés. Alors, je sais bien, il y a des sociétés faillies, comme il y a des États faillis. Je ne suis pas sûr que la Martinique entre déjà dans le cadre des sociétés faillies. Alors, s'il fallait répondre quand même à la question, puisque je ne veux pas me dérober, je dirais que la Martinique est gouvernable. Mais mieux, j'observe qu'elle est gouvernée. En réalité, la question, pour moi, elle est moins la gouvernabilité de la Martinique que la manière dont elle est gouvernée. Sur le sujet, chacun aura son point de vue, qui est éminemment politique. La communication que je vous propose aujourd'hui s'inspire d'un chapitre d'ouvrage que j'ai rédigé, un ouvrage collectif consacré à la départementalisation. Et le chapitre de mon texte s'intitule « La départementalisation, la dépendance consentie, le paradoxe guadeloupéen ». À l'origine, c'est ça, mon chapitre, et je m'inspire de ce texte pour vous parler ce matin. Le thème de mon intervention d'aujourd'hui renvoie directement au sous-titre qui apparaît sur l'affiche que nous avons abordé il y a un instant, les Antilles françaises entre contestation sociale et conservatisme politique. Alors moi, j'ai modifié quelque peu ce titre. J'ai préféré parler des DFA. Alors, je précise bien, les DFA pour moi, c'est les dépendances françaises d'Amérique. Les dépendances françaises d'Amérique entre contestation sociale et conservatisme politique. Voilà le titre de mon intervention d'aujourd'hui. Avant de commencer cette présentation, je vous dois encore quelques précisions liminaires. Mes propos concernent principalement la Guadeloupe. Alors pourquoi la Guadeloupe? Pour au moins 3 raisons. D'une part parce que, bien que martiniquais, c'est en Guadeloupe que je vis depuis maintenant de nombreuses années. Et je crois mieux maîtriser la situation politique guadeloupéenne que celle de la Martinique, ce qui ne m'éloigne pas de mon pays et ce qui n'exclut pas la Martinique dans ce que je vais dire ce matin.
Deuxième raison, je considère que le cas guadeloupéen, même s'il est singulier sur bien des aspects, il illustre, à mon avis, des tendances lourdes qui sont à l'œuvre dans les autres dépendances françaises de la Caraïbe et donc en Martinique. Troisième raison, d'un point de vue institutionnel, la Guadeloupe est encore un département français et une région française. La Martinique et la Guyane ont changé de statut. Elles ont choisi d'être des collectivités à statut particulier, régies néanmoins, comme la Guadeloupe et la Réunion, par le principe d'identité législative sur la base de l'article 72 de la Constitution qui a été révisé en 2003. La Martinique n'est plus officiellement un département, mais elle est profondément départementalisée. Je veux dire par là que la départementalisation n'est pas qu'un simple statut juridique. C'est avant tout un système intégré de dépendance politique qui dépasse largement des considérations institutionnelles et juridiques qui sont souvent réductrices et aveuglantes. Ma communication repose sur l'idée d'une trajectoire paradoxale de nos pays, dont une des illustrations est l'articulation complice entre contestation et conservatisme politique, comme si, paradoxalement, la contestation participait au renforcement de la dépendance. L'idée de paradoxe à propos de nos pays n'est pas nouvelle. Je pense notamment aux travaux de notre regretté collègue et ami Alain-Philippe Lérald. Il a montré que l'avènement de la catégorie politico-institutionnelle de département d'outre-mer, DOM, constituait, je le cite, le parachèvement d'une politique égalitaire qui s'enracine dans la dynamique post-abolitionniste de la société coloniale. Dans un texte paru en 1986, il nous rappelait déjà quelques paradoxes. Les colonies caribéennes de la France sont, disait-il, assimilées au moment où, dans d'autres parties du monde, d'autres colonies se détachent de leur métropole. Une dizaine d'années après la mise en œuvre donc, de la départementalisation, cette politique de départementalisation va générer des oppositions qui se traduisent notamment par des revendications identitaires et nationalistes. Et c'est ce qu'exprime d'ailleurs Aimé Césaire en 1956. Césaire, comme vous le savez, qui a été le rapporteur de la loi dite d'assimilation. Et Césaire, dans l'ouvrage de Daniel Guérin, Les Antilles décolonisées, dans l'introduction de cet ouvrage, Césaire dit la chose suivante, je le cite, « Pour tout dire, je soutiens que si aujourd'hui nous assistons à l'éveil d'un sentiment national aux Antilles françaises, c'est à la loi du 19 mars 1946 que nous le devons et que c'est la dialectique elle-même qui donne aux problèmes posés par la départementalisation la seule issue qui leur puisse convenir, une issue nationale. » Aimé Césaire. Les paradoxes évoqués par Alain Lérald renvoient à la fois au contexte international de l'époque départementale et aux effets locaux de la nouvelle relation entre la colonie départementalisée et l'État. Depuis, d'autres paradoxes et situations se sont précisées au fil du temps. Je vais vous en proposer quelques paradoxes complémentaires dans le développement qui va suivre. Je note au passage que les sociétés des Antilles et de la Guyane, réceptrices de la politique de départementalisation, ont suivi des trajectoires quelque peu différentes. C'est, disons, comme si la même cause ne produisait pas toujours les mêmes effets. Par exemple, la revendication d'autonomie, elle est, à mon avis, plus avancée et plus consensuelle en Guyane. La Guadeloupe est, de ce point de vue, le pays le plus conservateur.
la Martinique se situant, à mon avis, entre les deux. En dépit de ces nuances, une socio-histoire des territoires montre une convergence des trajectoires vers une dépendance dont le sens a peut-être changé aujourd'hui. Pour saisir cette évolution, il convient de sortir d'une conception réductrice de la départementalisation, fondée exclusivement sur les institutions ou des avantages sociaux au profit d'une approche, je répète, socio-historique. Remarque très importante à mon avis, dans l'ensemble de nos pays, la question sociale joue comme un ressort du conservatisme politique. Cette hypothèse a une résonance particulière en Guadeloupe. C'est le premier point donc que je vous propose d'aborder. Pour comprendre cette situation, je crois aussi qu'il faut la replacer dans le cadre de ce que j'ai appelé la dépendance ressources. C'est le second point que j'aborderai, la dépendance ressources. Alors, une revendication sociale qui me semble aujourd'hui au service du conservatisme politique. Sur ce premier point, je développerai deux propositions. La première, c'est que la question sociale est une réalité structurelle de l'agenda politique. La seconde proposition, c'est que dans le contexte politique et colonial français, cette question sociale participe à la marginalisation de la cause nationaliste dans le pays. Sur le premier point, je vous invite à partager avec moi cette citation d'un grand sociologue français, historien du social, il s'appelle Jacques Donzelot, D-O-N-Z-E-L-O-T. Voilà ce que dit Donzelot dans L'invention du social, je le cite. « La question sociale apparaît avec l'inauguration de la République lorsque l'application du suffrage universel fait ressortir le contraste entre l'égale souveraineté politique de tous et la tragique infériorité de la condition civile de certains, de ceux-là même qui viennent d'accéder à la capacité politique, l'état de quasi-assujettissement économique où ils se trouvent. » Ce constat fait par Jacques Donzelot à propos de l'invention du social en France permet de comprendre comment l'État cherche à se légitimer en répondant favorablement par le droit à la demande d'égalité et de justice sociale. Au nom de l'idéal et des principes républicains, le droit social en France et le régime juridique d'identité législative chez nous traduisent le choix stratégique de l'État d'une solidarité sociale et d'une solidarité de la métropole avec ses dépendances. La solidarité vient compléter ainsi le référentiel de la politique d'égalisation par laquelle le territoire passe de la colonie au département. À ce que l'on appelle le droit d'outre-mer, ça existe, et qui est différentialiste, je pense notamment au discours sur la spécificité, les dérogations au droit commun, etc. Donc à ce discours différentialiste s'ajoute un droit social qui, lui, se prétend universel. Tous les acteurs sociaux y sont soumis. En réalité, l'activité sociale de nos pays, elle est régulée par l'État ressource, l'État recours. L'État régente la société et les rapports sociaux avec le soutien explicite ou implicite des acteurs sociaux. Le paternalisme étatique, il est loin d'être perçu par tous comme de l'asservissement. J'en viens à ma deuxième proposition. Le syndicalisme nationaliste, lui aussi, semble prisonnier de cette représentation paternaliste de l'État français. Ce syndicalisme nationaliste présente le paradoxe assumé de dissocier la revendication sociale du jeu politique local pour la placer dans un rapport direct et quasi permanent
avec l'État colonial de qui on attend toujours plus au nom du droit social et finalement de l'égalité. L'évitement du local, oui, se traduit par le refus de participer sous une forme ou une autre à la compétition électorale et au débat sur le statut politique du territoire. Je parle de l'UJTG en particulier en Guadeloupe, la Martinique, on pourra en discuter. L'UJTG en Guadeloupe privilégie une posture revendicative dans une relation avec l'État qui écarte par conséquent la représentation politique locale, qui est jugée incapable, sans pouvoir politique de décision. Les Guadeloupéens posent le problème de la ségrégation sociale et le gouvernement leur répond évolution statutaire. C'est une explication d'Élie de Mota en 2009 dans un entretien au journal Le Monde du 24 mars de la même année. Je répète, les Guadeloupéens posent le problème de la ségrégation sociale et le gouvernement leur répond évolution statutaire. Alors, il n'est pas toujours aisé de décoder ce discours qui tend à s'affranchir des instruments conventionnels du jeu politique, et notamment des élections, pour un usage politique de la question sociale. Comme si l'application du droit social, et donc des principes républicains d'égalité et de solidarité, pouvait avoir d'autres effets qu'une intégration et une dépendance politique renforcées de nos pays. Dans ce contexte, la revendication sociale portée par une organisation favorable à l'indépendance participe paradoxalement au conservatisme politique. La prévalence du social sur le politique limite la portée d'un discours et la mobilisation d'organisations nationalistes peu audibles en dehors de la sphère syndicale. Le déclin relatif du nationalisme guadeloupéen se vérifie notamment à la faiblesse de ses scores électoraux et par conséquent de son impact sur la société. L'élection régionale est de ce point de vue un bon instrument d'évaluation. Elle présente le double avantage de se dérouler sur l'ensemble du territoire et d'attribuer des sièges aux listes à la représentation proportionnelle. En 1992, l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe, l'UPLG, a obtenu 2 sièges sur les 41 que compte le Conseil régional. À la suite de l'annulation de l'élection par le Conseil d'État, l'UPLG a obtenu un 3e siège un an plus tard, passant de 5,49% en 92 à 7,75% en 1993. En 1998, le score de l'UPLG chute à 4,11% et est inférieur au seuil pour obtenir des sièges. Mais le Parti communiste guadeloupéen, qui se réclame lui aussi de l'indépendantisme, recueille 5,29% des suffrages et 2 sièges. En 2004, la liste d'union, qui comprend notamment le PCG, Parti communiste guadeloupéen, et l'UPLG, cette liste n'obtient que 3,94% des voix. Contestation sociale et contestation nationaliste sont donc portées par une organisation, une seule organisation, l'UJTG, sans que la première contestation serve la seconde. Comparé à la Martinique, c'est en Guadeloupe que se sont développées les mobilisations les plus importantes dans les années 70, avec l'apparition de partis et de syndicats se réclamant du nationalisme. C'est Pointe-à-Pitre qui a été le théâtre des attentats du GLA, le groupe de libération armée, et de l'ARC, l'Alliance révolutionnaire Caraïbe, dans les années 80, attentats qui ont fait plusieurs morts et conduit près d'une dizaine de militants en prison. C'est également ce territoire qui a connu en 2009 la mobilisation sociale la plus populaire de l'après-Seconde Guerre mondiale. En 2010, après la forte mobilisation, les partis indépendantistes, les Verts, le Parti socialiste guadeloupéen, des dissidents de la Fédération guadeloupéenne du PS, le mouvement de gauche Guadeloupe Unis Socialisme et Égalité, le GUSR, regroupé
dans une large coalition, obtiennent 12,4% et donc 4 sièges. Aucun mouvement indépendantiste n'est représenté dans l'hémicycle régional. En 2015, 0,90% du corps électoral se prononce en faveur du PCG et 0,50% de l'UPLG. Comparé à la Martinique, la Guadeloupe a souvent été perçue comme plus révolutionnaire. Mais c'est aussi le même territoire qui a refusé à 2 reprises de changer de statut, conservant une région monodépartementale. Comme si la demande sociale et l'offre politique étaient radicalement disjointes. La trajectoire guadeloupéenne illustre peut-être plus qu'ailleurs, ce que j'ai appelé une dépendance ressources. C'est le second point que je propose d'aborder. Je vois 2 conséquences. Alors, dépendance ressources pour aller vite, je veux dire par là que la dépendance politique est convertie en ressources. Je vois 2 conséquences révélatrices de cette nouvelle représentation de la dépendance. D'une part, une mutation de l'affirmation identitaire. D'autre part, une dépendance désormais universalisée. Tout le monde y est soumis, personne n'y échappe, autrement dit. D'abord, intéressons-nous aux mutations de l'affirmation identitaire. Je veux ici montrer 2 choses. La première, c'est que la dépendance ressources coïncide avec une vivacité des politiques culturelles consensuelles. Deuxième chose, la dépendance ressources a également pour conséquence de dévitaliser l'affirmation identitaire nationaliste. La torpeur politique qui semble prévaloir en Guadeloupe contraste avec, je répète, une activité culturelle et une affirmation identitaire remarquable dont le gros cas est la marque emblématique. Le conservatisme politique, le conservatisme statutaire s'accompagne donc d'une vivacité sans précédent d'action culturelle et d'une affirmation identitaire en pleine mutation. Tout se passe comme si l'identité, jusque-là ressort de la contestation politique, s'est séparée de sa dimension subversive pour faire corps avec des politiques culturelles consensuelles. Chaque année, une dizaine de festivals, des activités culturelles sont programmées, parmi lesquelles le Festival Terre de Blues, la Fête du Crabe, la Fête du Gros-Cas, le Festival du Gros-Cas, Héritage, Joie Tradition, etc., qui valorisent l'histoire, la langue, les musiques, la cuisine, les produits du terroir. Inscrit en 2014 sur la liste représentative du patrimoine de l'humanité, le Gros-Cas, ensemble de rythme et de danse de Guadeloupe, est présenté dans les termes suivants sur le site de l'UNESCO. Je cite, « Le Gros-Cas est pratiqué par tous les groupes ethniques et religieux de la société guadeloupéenne. Il accompagne les temps forts de la vie quotidienne ainsi que les manifestations festives, culturelles et profanes. Il accompagne également des mouvements de revendication sociale et politique. Il renforce l'identité et procure un sentiment de valorisation collective et de fierté individuelle en portant des valeurs de convivialité, de résistance et de dignité. » Ce commentaire associe donc l'expression musicale et plus généralement artistique à la contestation sociale et politique. À l'évidence, identité et action revendicative sont historiquement et intimement liées. Que penser alors de la participation, il y a 3 ans, d'un artiste chanteur contestataire de Gros-Cas à une émission télévisée de variété française? Je crois que vous voyez ce que ça veut dire. Voilà, c'est ça. La question concerne effectivement le passage le 23 mars 2020 de François Ladrézeau dans l'émission The Voice sur la chaîne de télévision TF1 à une heure de grande écoute, je pense que vous vous en rappelez. Bon, vous avez peut-être voté pour lui. François est l'un des chanteurs et représentants du groupe emblématique de musique et de chant traditionnel en Guadeloupe, Akio.
À ceux qui s'en étonnent, François répond, je cite, « J'ai joué le jeu pour la visibilité du Gwoka et pour notre langue aussi. C'est pour ça que j'ai joué le jeu. Et la Guadeloupe mérite d'être entendue de par le monde. Je suis content pour la Guadeloupe et pour cette musique. » Fin de citation. Alors, cette empreinte de la langue et plus largement de l'identité semble désormais détachée de l'égalité du mouvement politique qui a engendré, qui a conforté cette réalité. Le propos de Julien Clerc dans cette émission, The Voice, est de ce point de vue intéressant. Ces liens affectifs et familiaux avec la Guadeloupe l'amènent à exprimer un avis en décalage avec les représentations souvent doudouistes que l'on a généralement en France des cultures dites d'outre-mer. Il se dit, je cite Julien Clerc, il se dit heureux et fier que celui qui représente la Guadeloupe ce soir, dans cette émission, nous fasse quelque chose de véritablement ethnique. Il ajoute, on entend de votre prestation le legs qu'a fait l'Afrique aux Antilles françaises. C'est beau, je crois pour la France, d'avoir aujourd'hui entendu cette musique-là qui vient des esclaves. Vous êtes un héritier de ça et vous parlez à la mémoire de notre pays et de votre île. Fin de citation. Alors, pour les représentants de la chaîne, je cite là aussi, François Ladrézeau et son chant traditionnel venus de Guadeloupe ont amené du soleil sur le plateau. Ce n'est pas la première fois que des Antillais et du chant traditionnel se produisent dans des émissions de ce type. Ce n'est pas la première fois. Mais c'est la première fois que la musique contestataire, instrument d'une identité bafouée, joue le jeu. Il y a quelques années, une telle prestation n'aurait pas été concevable. Dans la mémoire et dans l'imaginaire collectif, jouer le jeu nous rappelle le célèbre discours de Félix Eboué au lycée Carnot en 1937 en Guadeloupe. Pour le gouverneur Eboué, jouer le jeu renvoie à de nombreuses situations qu'il énumère. Je le cite, c'est respecter nos valeurs nationales, les aimer, les servir avec passion, avec intelligence, vivre et mourir pour elles. C'est la première partie de la citation. Il y a une deuxième partie. Tout en admettant qu'au-delà de nos frontières, d'authentiques valeurs soient également dignes de notre estime et de notre respect. Deuxième partie de la citation. Alors, on peut penser que le choix de François correspond plutôt à la deuxième partie de la citation. On peut penser. La Guadeloupe, c'est à nous, la Guadeloupe, c'est Patayo, Yopeke Sayovle, à un pays en nous. Vous connaissez ce slogan? Je ne vais pas le traduire, je pense que la Guadeloupe nous appartient, elle ne leur appartient pas, etc. Alors, ce refrain, véritable hymne du LKP, le liénage contre profitation, repris en chœur par des milliers de manifestants en 2009, associé à l'évocation de la profitation, a fait l'objet d'interrogations sur le sens du yo, le yo profitant et le nous peuple. Alors, interrogation que je ne vais pas reprendre ici, je ne vais pas insister. Ce qui m'intéresse ici, ce qui m'intéresse dans cette évocation de cette chanson, ce sont les usages qui sont faits de ces emblèmes identitaires, hymnes, drapeaux notamment. En février 2021, à l'occasion d'un défilé de parents d'élèves contre le port du masque par les enfants, dans lequel se trouvaient de nombreux originaires de l'Hexagone, l'hymne du LKP, la Guadeloupe c'est à nous, a été le chant de ralliement des manifestants. Adapté à l'objet de la manifestation, il est vidé de sa charge nationaliste pour servir la revendication des parents d'élèves. Dans le cas d'espèce, il s'agissait de protéger les enfants contre une décision du port du masque prise par les autorités et jugée excessive par les parents. La chanson transformée donnait « Timounano c'est à nous, Timounano c'est Patayo, Yopeke fait Sayovle et puis Timounano ». Nos enfants nous appartiennent, nos enfants ne leur appartiennent pas, nous ne les laisserons pas faire n'importe quoi avec eux. Quelques jours après, le liénage pour Timoun, réincarnation enfantine du LKP, était né, sans que le LKP ait reconnu sa paternité d'ailleurs.
Quelques jours après, le contenant, en fait, il n'a pas changé. Il n'a pas changé, mais il abrite désormais tout type de revendications sans un lien avéré avec le nationalisme. La remarque vaut aussi pour l'usage du drapeau guadeloupéen. Après sa création en 1978, l'UPLG propose un drapeau qui, en dépit de quelques controverses encore actuelles, finit par s'imposer. Le syndicat majoritaire, les sportifs, les artistes l'ont adopté et popularisé. Aujourd'hui, il est porté par de nombreux résidents de Guadeloupe à toutes les occasions et dans les manifestations sportives, culturelles extérieures, sans référence bien sûr à son origine. Comme pour la chanson du LKP, après avoir été l'emblème d'un mouvement nationaliste, le drapeau fait consensus et symbolise moins le partage d'une idéologie que l'appartenance à un territoire et à une culture. Cette situation a des effets surprenants sur l'expression de l'appartenance identitaire. L'identité valorisée par le nationalisme militant a servi à une époque une stratégie de construction de la nation. Mais paradoxalement, aujourd'hui, elle tend à perdre sa dimension revendicative. C'est comme si on parlait encore d'identité sans lui conférer sa charge contestataire, celle qu'elle avait. On assiste peut-être à un renouveau de la question nationale dépourvu de ces oripeaux indépendantistes. C'est une hypothèse, c'est une question. Alors, dans ce contexte, la dépendance n'a jamais été aussi manifeste. La dépendance, elle est universalisée, c'est le dernier point de mon intervention, parce que personne n'y échappe. J'ai envie de dire, de la naissance à la mort. On est dedans. Pire, politiquement, elle est paradoxalement confortée, je l'ai déjà dit, par ceux qui affirment la combattre, mais qui de fait l'alimentent par leur pratique. Le point de vue d'Aimé Césaire sur la dialectique départementale mériterait d'être complété et peut-être même révisé. Après 78 ans maintenant de départementalisation, cette départementalisation n'a pas été qu'un détonateur du nationalisme. Je pense qu'elle est surtout devenue au fil du temps une des principales illustrations de la dépendance consentie. Dépendance consentie. En réalité, la régulation départementale comme mode d'intervention de l'État, donc d'étatisation de la société, cette régulation départementale a progressivement été naturalisée par la population. L'interventionnisme étatique est à l'origine d'une dépendance vécue comme inéluctable et nécessaire par la plupart des acteurs sociaux. La remarque concerne aussi ceux qui officiellement s'opposent, je répète, à la présence de l'État, tout en réclamant l'application la plus rigoureuse du droit social notamment, instrument privilégié de lutte contre l'exploitation capitaliste, certes, mais aussi d'intégration des exploiteurs et des exploités. La situation de la Guadeloupe présente des analogies avec celle de la Martinique. J'ose faire la comparaison. Ce que je dis de l'usage du droit par les nationalistes de l'UJTG pourrait s'appliquer à la participation des patriotes et nationalistes martiniquais au fonctionnement des institutions françaises. Ici, on pratique la départementalisation sans le département. On affiche une identité indépendantiste de participation qui tend à se confondre avec du régionalisme. En participant au jeu électoral et en évaluant sa performance politique à l'aune d'une gestion administrative efficace d'une collectivité française, les mouvements indépendantistes légitiment dans les faits ce qu'ils dénoncent dans leur discours. Prenant ainsi le risque d'une intégration au système et par conséquent d'une altération de leur identité nationaliste. La Guadeloupe patriotique ou nationaliste n'a pas connu la même évolution que la Martinique parce que les partis indépendantistes guadeloupéens n'ont pas eu de leader politique charismatique, n'ont pas eu de succès électoraux comparables
et parce qu'une partie de la mouvance indépendantiste adhère à la démarche dite casse-code, rupture. Casse-code qui entend rompre avec les pratiques électorales intégratrices. Alors, l'impact de cette démarche casse-code sur le peuple guadeloupéen est pour l'heure difficile à évaluer, mais elle existe. En conclusion, l'histoire de l'égalité républicaine et de la solidarité citoyenne à la française permet de saisir le sens et la portée de la dépendance des colonies départementalisées. Elle permet aussi de comprendre les différences de trajectoire entre nos territoires et d'autres colonies de l'Europe, je pense notamment aux ex-colonies anglaises de la Caraïbe. Aujourd'hui, je crois que nous faisons l'expérience d'un système intégré, système par lequel la demande sociale favorise le conservatisme politique. La dépendance qui en découle n'est plus perçue comme un asservissement, mais comme une ressource. J'y vois plusieurs conséquences. La première, c'est de ne pas se contenter d'une analyse de la situation à partir du simple rapport de l'État à une colonie. Analyse réductrice, voire simpliste, qui occulte, à mon avis, le plus grave, notre participation consciente ou inconsciente à la permanence du système en raison des ressources qu'il procure. En réalité, c'est moins l'ensemble des avantages matériels que la dépendance elle-même qui constitue la ressource. Mon choix méthodique est de privilégier une approche totale de la dépendance, conçue avant tout comme une relation inégale mais solidaire entre deux entités dépendantes, l'État et le pays concerné. Une dépendance qui sera d'autant plus durable et stable que les partenaires seront persuadés d'en tirer des avantages matériels, symboliques, individuels et collectifs. Je vous remercie.